tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, est un bilan lecture. Je vais vous parler donc de 4 lectures qui sont essentiellement... Alors j'ai du contemporain, j'ai un polar et j'ai de la fantasy. Bon, pas vraiment... Bon, vous verrez, c'est de la fantasy sans vraiment en être. Alors, je vais commencer par le livre de fantasy. Alors, c'est une intégrale, donc en fait, j'ai pas lu 4 livres, finalement j'en ai lu 5 parce que dans l'intégrale, il y avait 2 romans. J'ai lu l'intégrale de Justine Niogret, donc il s'agit de Chien du Haume et de Mordre le Bouclier. Donc, premier tome, Chien du Haume, deuxième tome, Mordre le Bouclier, et c'est dans cette magnifique édition collector qui a été réalisée par les éditions Nemos. C'était pour les 30 ans de Nemos. Alors, moi j'ai gardé le bandeau, c'est un bandeau... qui peut s'enlever d'ailleurs. Il voit la fille là sur le... Il n'arrive plus à faire le point sur moi. Vous pouvez l'enlever, hein, il n'y a pas de souci. Et à l'intérieur ça se présente comme ça, donc il est en hardback, il y a un signet. Bon, après il n'y a pas d'illustration, hein, ça reste un roman lambda. Justine Niogret, ça fait longtemps qu'elle était dans ma wishlist, si je peux parler d'elle comme ça et si elle me le permet. Je pense qu'elle me le permettra parce que au vu des post-face, elle a énormément d'humour. Et c'est... on a fait une lecture commune avec Cynthia et avec Virginie sur Insta, donc je remercie les filles parce que finalement elles m'ont poussé à sortir ce livre lorsque je vous ai montré ma pile à lire de fantasy. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Alors, c'est de la fantasy, je vais le classer dans la dark fantasy, même si ça reste un roman plutôt d'ambiance, presque un roman gothique, même si c'est pas du tout l'époque de la période gothique, mais c'est un peu cette ambiance là. Et la fantaisie, elle est vraiment très très légère, mais quand je vous dis très très légère, faut vraiment la chercher. Nous sommes dans un roman qui se déroule au Moyen-Âge. Alors, on sait pas vraiment quand, il n'y a pas de date. Il y a une postface à la fin de Mordre le Bouclier de Jean-Philippe Jaworski qui écrit magnifiquement bien, qui fait une postface pour Justine Niogret et qui date ce roman plutôt aux alentours du XIIIe siècle. Nous allons suivre une femme qui se fait appeler Chien, c'est son nom, parce qu'elle a perdu son nom. À la suite de la mort de son père qu'elle a suivi, elle est devenue mercenaire, donc son père était lui-même mercenaire, il lui a appris à se battre, à se comporter comme un mercenaire, elle est donc mercenaire. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle va de ville en ville, de village en village et qu'elle va vendre ses bras. Alors ça peut être pour chasser une bête féroce qui terrorise les villageois, par exemple un loup, ça peut être pour chasser des brigands. Quand le travail de mercenaire manque, elle prête ses bras pour fendre du bois, etc. etc. C'est comme ça qu'elle vit, mais elle a quand même en tête une mission, c'est de retrouver son nom. Elle veut savoir quel est son prénom puisque les derniers souvenirs qu'elle a, c'est quand elle était gamine. Et donc elle va errer, elle va tomber à un moment donné sur un château. Le château de Brueck, je crois que c'est Brueck le châtelain, qui est lui aussi un guerrier. Il va l'accueillir, on est en plein mois d'hiver et il va s'avérer que Chien va trouver des indices grâce à Brueck. La suite, c'est Mordre le Haume, pour n'importe quoi, je confonds les deux, Mordre le Bouclier, où on est... Alors, le Chien du Haume se termine, hein. Si vous ne voulez lire que le premier tome, c'est possible. D'ailleurs, ils sont parus peut-être chez J'ai lu. En tout cas, ils sont parus en poche depuis bien longtemps. Et là, donc vous pouvez vous arrêter à Chien du Haume. Mordre le Bouclier, c'est la suite de Chien du Haume où on retrouve encore Chien dans cette quête de son nom. Parce qu'il me... Enfin, toujours dans cette quête. Alors, c'est un roman sur lequel j'ai du mal à me positionner. Il y a eu des moments d'ennui dans ce livre. Parce que c'est un livre dans lequel il ne se passe pas énormément de choses. L'intrigue est très simple. Il ne se passe pas, il n'y a pas énormément de rebondissements. On va pas aller sur des aventures. On est beaucoup dans le statique, avec Chien qui reste dans ce château, à qui il arrive en effet des aventures ponctuelles. Mais on est très statique, on est très dans la réflexion. On est dans un univers
je qualifiais de gothique avant l'heure parce que nous sommes dans des châteaux, il fait froid, c'est glacial, il y a des bruits, il y a des ombres, il y a parfois des hallucinations, chien parfois des hallucinations. On est dans cette ambiance. Et c'est pour ça que j'ai du mal en fait à me positionner. Je suis allée au bout du livre parce que j'avais envie de savoir si elle allait au bout de sa quête, si elle allait connaître son nom, son prénom. Il y a tout un mystère autour de son passé, qu'est-il arrivé à son père, pourquoi Chien est devenu chien. J'ai préféré, alors c'est marrant parce que les filles ont préféré Chien du Haume, moi j'ai préféré Mordre le bouclier, que j'ai trouvé finalement plus dynamique parce que l'intrigue est beaucoup plus resserrée, on est sur une saison, on est encore sur l'hiver. Dans Chien du Haume, ça s'étire, le temps s'étire, on ne sait pas vraiment, il s'agit d'années. Alors que dans Mordre le bouclier, on est vraiment sur une saison précise. Et à la fin de cette intégrale, j'ai lu la postface de Jean-Philippe Javorski, qui éclaire, je trouve, cette duologie d'un œil de maître. Il apporte vraiment... En fait, il faudrait peut-être commencer par cette postface qui vous livrerait quelques indices, qui vous gâcherait peut-être quelques moments de lecture, mais pas tant que ça, pour pouvoir saisir toute la beauté de ce livre, qui reste un livre assez compliqué quand même à aborder. La plume de Justine Niogret n'est pas si facile que ça. Il y a parfois des circonvolutions de son cerveau que j'ai eu du mal à saisir, des discours des personnages qui sont parfois un peu mystérieux, des personnages qui apparaissent sous forme d'hallucination, on ne sait pas vraiment s'ils existent ou pas. Je pense qu'il y a un discours métaphorique assez important. Donc c'est très beau, mais c'est très glauque, c'est très sombre, c'est très noir. J'en retiens en tout cas une très très belle plume. Et pour moi, je le classerais dans de la dark fantasy, même si je vous l'ai dit, l'univers de la fantasy est vraiment ici très très light. On est dans un univers médiéval comme on en connaît beaucoup dans les univers de fantasy. Mais vous n'allez pas trouver de créatures magiques par exemple, ou de pouvoirs magiques. Ça, vous n'aurez pas. Et il y a tous aussi une réflexion, on est autant des croisades autour de la religion, la place de la religion catholique. C'était voilà, intéressant. Mais je reste assez... je pense que j'ai besoin encore de réfléchir à ce livre. Et peut-être que dans quelques années, je me dirai que j'ai beaucoup aimé finalement. Ensuite, alors je vais vous parler d'une déception. J'ai lu Combustion de François Gaget, c'est aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui m'a été envoyé dans le cadre de la rentrée littéraire. Il a été envoyé à tous les partenaires. On avait le Tant mieux de Amélie Nothomb que j'ai lu et chroniqué. On avait celui-ci. Et on en a un autre, c'est le Anne Berest. Non, oui, c'est Anne Berest, Finistère, que je vais lire. Parce que j'ai écouté en podcast La Grande Librairie, où elle était invitée. Ça m'a donné envie de le sortir et de le lire. Alors, ce roman contemporain, on est de nos jours. On suit Baptiste, il est avec deux copains, Darko et Paul. Ils sont en train de faire une espèce de retraite, je dirais pas spirituelle, je vais pas aller jusque là, mais ils sont en train de marcher le long des côtes normandes, vers Flamanville, dans le Cotentin, exactement, lorsque la centrale nucléaire de Flamanville explose. Le problème, c'est que les trois amis se retrouvent piégés dans une zone qui est délimitée. Ils ne peuvent plus sortir d'une zone parce qu'ils sont contaminés en fait. Et en attendant que les autorités s'organisent, on dresse un mur, on dresse des barbelés et ils sont obligés de vivre. Ils vont squatter dans des maisons. Tout a été évacué et il semblerait qu'ils soient les seuls survivants dans cette zone, en tout cas les seuls êtres humains. Ça, c'est le début du roman. Et à partir de là, on va plonger dans le passé de chaque personnage, en tout cas dans le passé de Paul et dans le passé de Baptiste, la manière dont ils se sont rencontrés. Et là, j'avoue que j'ai été assez hermétique. Alors, pourquoi t'infliges-tu, vous allez me dire, pourquoi t'infliges-tu cette lecture si ça ne te plaît pas? Bah parce que je suis une bonne élève et que j'ai envie quand même d'aller au bout. C'était pas désagréable à lire, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Première chose, le personnage de Baptiste ne pense qu'à ça. Mais quand je vous dis qu'il ne pense qu'à ça, je me dis si tous les hommes sont comme ça, c'est quand même bien triste. L'auteur nous campe un personnage qui ne pense qu'au sexe.
Je vous donne un exemple. C'est pas un spoil parce qu'on sait dès le début. À un moment donné, il a une amie qui s'appelle Marine et cette amie, elle a une petite fille qui s'appelle Andrea. Et on sait dès le début qu'Andrea est morte d'un cancer. Et vers la fin du roman, on entre dans les détails où le personnage de Baptiste devient un peu un père de substitution pour Andrea parce qu'elle n'a pas de père. Et tous les jours, il se rend à son chevet à l'hôpital Necker. C'est l'agonie de cette petite fille. C'est triste à dire, mais je crois que c'était la plus belle chose qu'il y avait dans ce roman. Et à un moment donné, bah voilà, oui, la petite fille, elle est en train de mourir, c'est terrible. Et lui, il est dans le fauteuil, là, il veille la gamine, et il se fait des fantasmes sur une infirmière. J'ai le truc de base, le fantasme de base, qui vient perfuser la petite, et il s'imagine faire ça avec elle partout dans l'hôpital. Voilà, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Il voit une nana, c'est est-ce que j'ai pouvoir là ou pas? Je ne dis pas le mot parce que j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube. Voilà, je me dis, il ne pense qu'avec son engin et c'est... en fait, tout tourne autour du sexe. Et je trouve que ça n'apporte pas grand intérêt. En fait, moi, ça m'a pas intéressée. On rentre dans la vie intime de certains personnages pour nous montrer en fait leur déchéance. Donc je comprends ce qu'a voulu dire l'auteur. Mais la manière dont c'est dit, moi, ça me plaît pas, en fait. C'est même pas parce que c'est cru. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt, en fait, de rentrer dans les détails. Et l'arrière-plan de cette catastrophe nucléaire, eh ben, elle est très secondaire, en fait. Elle est là pour... En fait, moi, je me dis, c'est le prétexte pour nous raconter la vie de Baptiste et de Paul. Voilà. C'était pas terrible. Ça m'a gêné vraiment, cette histoire. Il y a un autre truc qui m'a gêné, j'ai oublié. J'étais trop en train de vous convaincre de lire ce livre. Faites-vous votre opinion. D'ailleurs, si quelqu'un l'a lu, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que je suis curieuse quand même de connaître votre point de vue. En fait, on arrive au bout du bouquin avec des pages qui sont quand même très belles à la fin, et on se dit, il aurait pu, je pense, prendre l'histoire tout à fait autrement, nous présenter son personnage tout à fait autrement, et c'est pas beau en fait, c'est pas beau, le personnage il est pas beau, il est laid, ça m'a pas hyper intéressée. Voilà, donc il est publié chez Albin Michel quand même, donc je me dis c'est de la qualité, il y a eu un comité de lecture, ça a plu. Bon, après tous les goûts sont dans la nature, moi je suis restée assez hermétique. Ensuite, je vous présente un polar, L'île au rébus de Peter May, c'est aux éditions Rouergue, que j'ai acquis il y a bien longtemps, et c'est le livre que j'avais tiré pour la nuit du hasard de Séverine, la chaîne Il est bien ce livre, donc c'était le numéro 11, donc je devais le lire au mois de septembre, ce qui fut fait. J'ai passé un bon moment, donc Peter May, je pense que vous le connaissez parce que c'est l'auteur de la trilogie des oiseaux, la trilogie écossaise, donc L'île des chasseurs d'oiseaux, L'homme de Lewis et Le braconnier du lac perdu. Je vous conseille absolument de lire L'île des chasseurs d'oiseaux, paru chez Babel, c'est chez Actes Sud, qui est un livre vraiment formidable. Et donc celui-ci, je l'avais trouvé en librairie, une petite librairie, où j'aime bien aller quand je vais en vacances, et tiens, je me suis dit, bah ça peut être intéressant. Alors, c'est un tome de série en fait qui met en scène c'est Enzo MacLeod, qui est spécialiste de scènes de crime. Donc dans les premiers tomes, en fait à chaque fois c'est une enquête différente. Donc si vous commencez par celui-ci, c'est pas très grave, hein, vous allez raccrocher les wagons. Donc en fait on l'appelle parce que sur une petite île de Groix, donc Groix, je vais dire une bêtise, mais c'est la Bretagne. Oh, je sais plus. Il y a un homme qui s'appelle Adam Killian, il était irlandais, et il est mort, ça fait 20 ans qu'il est mort, et sa mort, enfin il a été assassiné, et sa mort n'a toujours pas été élucidée. On a bien accusé quelqu'un, un type du coin, mais il s'avère qu'il a été plus ou moins blanchi. Et la belle-fille de Adam Killian, appelle un jour donc notre Enzo MacLeod, qui est spécialiste de scènes de crime, pour qu'il vienne, elle tente sa chance pour qu'il vienne élucider ce crime, parce qu'en fait, avant qu'il meure, elle a eu son beau-père au téléphone qui lui a dit si je meurs,
ne touchez rien dans mon bureau, laissez-le tel quel. En gros, mon fils va savoir qui m'a tué, va savoir élucider le crime, sauf que le fils meurt, et donc il reste la belle-fille qui est incapable d'élucider le crime. Donc on appelle Enzo MacLeod qui se rend sur cette île, qui est pas très bien accueilli par les gens du coin, et puis il va enquêter. Voilà, et donc on va partir, ça va croiser, alors ça je vous le dis parce que c'est les premiers chapitres, on sent qu'il va y avoir une histoire avec comme arrière-fond la Seconde Guerre mondiale, j'en dirai pas plus, et on a une enquête, alors une enquête très classique, qui met un peu de temps quand même à démarrer, j'ai trouvé, parce que le personnage de Enzo MacLeod va pas tout de suite s'intéresser à la pièce où vivait Adam, là où il avait dit qu'il ne fallait rien laisser, il y a des petits post-it un peu mystérieux partout, il s'attaque pas tout de suite à ça, il va s'attaquer à d'autres choses avant de se tourner vers cette pièce qui est centrale en fait dans le roman, donc c'est vrai que ça met un peu de temps, ça patine un peu au début, mais c'était bien sympa. J'ai beaucoup aimé la résolution avec un mini twist où moi je pensais avoir trouvé le coupable, en fait je m'étais trompée, mais bon voilà, c'était volontaire de la part de l'auteur. J'ai trouvé que c'était assez bien traité. C'est traduit, hein, parce que alors Peter May, sachez que dans mes souvenirs il habite en France depuis très longtemps, donc je pense qu'il parle très bien français. Et oui, il écrit en anglais par contre. Voilà, donc c'était assez sympa de le découvrir dans autre chose que la trilogie écossaise. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est un coup de cœur, c'est Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand, qui est ici paru aux Forges de Vulcain, dans sa première parution, mais qui depuis est sorti en poche, au livre de poche. J'ai beaucoup aimé ce livre qui traînait dans ma pile à lire depuis fort longtemps, et je suis vraiment très contente de l'avoir lu, surtout qu'il fait, on est sur 200 pages, et que ça se lit extrêmement bien. Nous sommes en 1925 avec un ancien poilu, un mutilé, il a perdu la main gauche lors d'une attaque pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, il va être contacté par une veuve qui a perdu son fils sur le champ de bataille, donc on est en 1925, et elle est persuadée que son fils est toujours en vie. Elle en est au fond de ses tripes, elle le sent, et elle va mandater notre personnage pour remonter le fil de ce fils qui s'appelle Émile. Et alors, c'est marrant parce que quand j'ai lu le roman, ça ne m'a pas du tout... je n'y ai pas pensé sur le coup, et quand j'ai fait ma chronique, je me suis dit, mais comment s'appelle notre narrateur? Et en fait, il n'a pas de nom. Et je trouve que c'est très bien vu parce que il vient ici sublimer tous les anonymes qui sont tombés au champ d'honneur, tous les soldats inconnus en fait, qui ont été enterrés et dont on ne sait rien. Et je pense que c'était un peu une métaphore, hein. Le fait de ne pas appeler son personnage, je pense qu'il y a un peu de ça. Et donc, alors l'enquête elle est intéressante, mais c'est pas ce qui m'a le plus plu. J'ai envie de dire qu'elle est passée au second plan. Ce qui était hyper intéressant, c'est que notre personnage, quelques années, donc en plus on est dans l'entre-deux-guerres, donc on est dans les années folles, une espèce de légèreté, on a envie de tourner la page en fait de cette guerre horrible, une boucherie, c'est la guerre qui a fait le plus de morts, hein. Il y a eu des millions et des millions de morts de soldats qui ont été sacrifiés, donc tout le monde a envie de tourner la page et lui vient remuer un peu la boue et il va aller chercher des camarades de cet Émile qui sont très souvent des gueules cassées, traumatisés, parfois en hôpital psy, qu'on essaie de soigner mais qu'on ne sait pas soigner à l'époque, qu'on soigne par... on leur envoie de l'électricité, par choc, pour les faire parler, pour essayer de retrouver la trace de ce personnage, et à travers eux, on va vraiment revivre la Première Guerre mondiale, et je vous assure, c'est très bien décrit. J'ai souvent eu le cœur au bord des lèvres parce que Gilles Marchand nous décrit avec justesse, sans jamais être dans l'hyperbole, sans jamais être dans le gore ou dans le trash, il nous raconte avec justesse comment ça se passait dans les tranchées, sur le No Man's Land, le traumatisme de ces hommes qu'on a envoyés parce qu'il fallait les envoyer. C'était vraiment l'expression la chair à canon, c'est vraiment ça, avec des gens qui étaient à Paris qui décidaient de tout. C'est pas grave, c'était des numéros qu'on envoyait, des femmes qui sont restées veuves, des mères, des sœurs, des enfants,
C'est terrible et ça, je trouve que ça prend vraiment aux tripes en fait. On se dit mais quel massacre, mais quelle boucherie. Et la Première Guerre mondiale, j'ai l'impression qu'on a parfois tendance un peu à l'oublier parce que bah, c'est normal, hein, 14-18 ça commence à dater, plus de 100 ans. Et en fait c'est vrai que c'est un récit national qui est important. Et je trouve que c'est vraiment un roman qui rend hommage à toutes ces gueules cassées qui se sont battues, qui sont revenues ou pas. C'était vraiment très bien. Avec une fin qui m'a plu, que j'ai trouvé à la hauteur du roman. Donc ne le lisez pas en vous disant waouh, il y a une enquête, on va être à fond dans l'enquête, parce que non, c'est pas l'enquête qui compte. L'enquête, c'est la plume de l'auteur qui est d'abord sublime, et c'est cet hommage qui est rendu au poilu de la Première Guerre mondiale, et c'est vraiment raconté avec justesse. Donc vraiment, je vous le conseille, il est sorti en poche en plus, donc profitez-en. Voilà, c'est mon coup de cœur. C'en est tout pour cette petite vidéo avec ces romans dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus. Je pense que Le Soldat désaccordé, vous êtes nombreux à l'avoir déjà lu ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de les lire ou pas. Hein. Le François Gaget, Combustion, je suis preneuse d'avis peut-être différents du mien, je ne sais pas. Ce serait intéressant d'échanger là-dessus. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. En barre d'infos, je vous mets tous les liens. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, lisez bien. Ciao!